Au contact de la nature, lors d'un voyage ou d'une simple promenade, on rencontre souvent sur son chemin des lieux intenses, où la présence d'un arbre, d'une montagne ou d'une rivière nous fait éprouver des sensations indéfinissables. Ces lieux magiques, révélateurs d'une présence située à la frontière entre le visible et l'invisible, nous procurent la plupart du temps un sentiment de bien-être et d'harmonie. Depuis la nuit des temps, ces endroits privilégiés, véritables sanctuaires naturels, ont été associés aux choses sacrées. Par les observations répétées de certains phénomènes, nos lointains ancêtres ont-ils acquis des connaissances sur les énergies cachées de notre planète? Il semblerait en effet que les civilisations qui nous ont précédés ont peut-être réussi à tirer profit de ces énergies subtiles, véritables zones d'échange entre le tellurisme de notre planète et le rayonnement cosmique. Il est certain que les anciens qui vivaient plus près de la nature que nous ont très vite découvert qu'ils étaient sensibles à certaines radiations du sol. Le passage des courants d'eau, le passage également des énergies telluriques. Et on doit savoir que dès la plus haute antiquité, là je pense aux légions romaines, les légions romaines étaient accompagnées par des rabdomanciens chargés de détecter les sources, les points d'eau, et aussi de détecter les lieux les plus favorables pour implanter les camps. Car autrefois, on ne s'installait pas n'importe où dans la nature, mais sur des points favorables à l'évolution de la vie. En Occident, tout laisse à penser que les peuples du néolithique détenaient un savoir sur les fluides souterrains. Les monuments et les sites qu'ils nous ont laissés en héritage seraient en effet les instruments d'une science ancestrale. Avec une approche plus ouverte sur le fonctionnement énergétique de notre planète et des phénomènes naturels en général, la science traditionnelle orientale semble nous apporter des réponses concrètes aux nombreuses questions soulevées par la manifestation des forces cachées au plus profond de la Terre. Ce que nous appelons d'une certaine façon l'écologie, les Chinois la pratiquent depuis qu'ils sont en Chine, c'est-à-dire depuis toujours. Et c'est peut-être cela qui donne au paysage chinois cette beauté qui nous prend immédiatement sans que sur le champ on puisse déterminer pourquoi ça nous semble si harmonieux. Parce qu'ils ont toujours cherché à s'installer de la manière à la fois la plus favorable et la plus naturelle. Et cette installation, elle se résume en un principe simple qui est que la meilleure manière de se poser sur Terre, c'est de s'appuyer à un mur ou à une montagne au nord, de façon à s'ouvrir aux influences bénéfiques du soleil au sud et d'avoir le dos, les reins protégés des vents froids qui viennent du nord. Jusqu'à ces dernières années, l'archéologie traditionnelle a toujours considéré les menhirs et les dolmens comme des pierres de sacrifice ou des tombeaux primitifs. Ces mystérieux monuments ont défié les siècles pour poser aux historiens une des plus passionnantes énigmes de l'aventure humaine. On sait pourtant que ces constructions sont intimement liées à la science païenne de la Terre qui fut pratiquée depuis la plus haute antiquité. Le réseau de courants électriques qui parcourt notre planète, tel un gigantesque système nerveux, peut être perturbé par l'implantation d'une série de pierres, d'un monument ou même d'un arbre qui deviennent ainsi des catalyseurs de force. À l'aide de pierres groupées ou parfois uniques, qu'ils plaçaient en certains endroits bien précis, les anciens pouvaient utiliser celles-ci à des fins que nous ne soupçonnons pas ou dont nous avons perdu le souvenir. Solidement implantés depuis une période qu'on a tendance à faire remonter aux origines, les monuments et les lieux sacrés ont laissé une empreinte que rien ne peut effacer.
Il est toujours surprenant de découvrir que certaines églises chrétiennes sont construites sur des dolmens et que des monastères ou des cathédrales portent encore dans leurs murs des pierres provenant d'un ancien temple gallo-romain qui s'élevait jadis au même endroit. Même si les pratiques religieuses et les croyances ont changé, les sites rituels et les lieux de culte ont conservé depuis la nuit des temps le même potentiel énergétique, celui de la Terre et du cosmos, où l'homme vient régénérer son corps et son esprit. Toutes nos grandes cathédrales, toutes nos grandes abbatiales, nos plus belles églises ont été implantées sur le passage de courants telluriques qui servaient à féconder la pensée humaine, mais également à faire rayonner dans le monument des énergies qui fécondaient l'homme et surtout qui le poussaient vers le mysticisme. Dès le XIIIe siècle, on sait que les pères de l'Église avaient demandé aux compagnons bâtisseurs justement d'appliquer leur construction sur ces choix, sur ces critères très précis. Les compagnons du Tour de France connaissent parfaitement les lieux où rayonnent ces énergies et c'est ainsi que l'on peut voir un peu partout sur le sol de notre belle France s'élever des monuments qui n'ont subi aucun dégât par les vibrations telluriques depuis des siècles. Et ces monuments sont toujours, pourrait-on dire, chargés, je mets ce terme entre parenthèses, car ce passage des énergies telluriques favorise, je dirais, la conservation des égrégores, c'est-à-dire de ces agglomérats de pensée, ces agglomérats de prière qui, depuis, je dirais, des centaines d'années, ont imprégné chaque pierre de ces édifices. Tout comme l'acupuncture permet de détecter sur le corps humain les zones yin et yang, en Chine, le Feng Shui livre le mystère des énergies telluriques. Les pays orientaux constituent pour nous un fantastique sanctuaire préservé où la science des forces de la Terre est toujours pratiquée par des spécialistes appelés géomanciens. Quand on parle de géomancie chinoise, on emploie un terme qui est légèrement inadéquate. Géomancie, géoterre et mancie, divination, il s'agit d'une divination à partir de la terre. En Chine, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce qu'on appelle la géomancie chinoise se dit en chinois Feng Shui. Feng Shui, ce sont deux caractères. Le premier, Feng, signifie le vent. Le second, Shui, signifie l'eau. Feng, le vent, va représenter la forme la plus invisible, la plus impalpable de ces courants telluriques, mais néanmoins dont les effets se font sentir. Le vent courbe les herbes dans la plaine, le vent sculpte les montagnes. Shui, c'est l'eau, ça sera la partie la plus visible de ces courants. Donc Feng Shui, c'est l'étude des courants telluriques dans leur forme visible et invisible. Loin d'être un savoir du passé, la géomancie est résolument tournée vers l'avenir. Chaque maison, chaque entreprise ne peut se construire sans une étude très poussée de son environnement énergétique. Cette connaissance permet de mettre l'homme en syntonisation avec son milieu et de protéger non seulement sa santé, mais aussi de favoriser son épanouissement spirituel et social. Nulle part sur le continent chinois, on ouvre une boutique, on ne choisit un jour de mariage, on ne construit sa maison sans faire appel à un expert du Feng Shui. Et ce n'est pas facile d'être géomancien. Il faut bien sûr avoir beaucoup de finesse et il faut surtout utiliser des outils qui sont assez délicats à manier. En fait, un outil principalement. Une grande invention chinoise qui en fait sera une invention double. Cette invention, c'est la boussole. La boussole permet de matérialiser le feng, de matérialiser la direction des courants que nous savons maintenant être magnétiques. Les Chinois ont inventé la boussole au tournant de notre ère et les premières formes de boussole se présentent comme un carré de métal. Pourquoi à l'intérieur de ce carré, on va trouver un rond, un cercle, symbole du ciel. Et à l'intérieur du cercle, on déposera une cuillère. Cette cuillère est aimantée et la queue de la cuillère indique le pôle. Et à partir de là, la boussole chinoise va évoluer, l'aiguille va s'affiner et les modèles qu'on trouve couramment actuellement
ont été mis au point vers le XIVe siècle de notre ère. Il y a donc une aiguille magnétique au centre, toujours qui indique le sud. Et autour de cette aiguille, il peut y avoir jusqu'à 36 cadrans fixes qui permettent, en fonction de leur graduation, de déterminer les qualités du courant magnétique du lieu. Et encore une fois, on voit cette affaire de couplage, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement la direction nord-sud qui intéresse les Chinois, mais au contraire les variations de cette direction. Et on va orienter la boussole en fonction de l'horoscope de la personne. L'aiguille, elle restera toujours nord-sud, mais selon la manière dont les graduations seront mises en rapport avec cette direction nord-sud, on va pouvoir réaliser le couplage entre la personne et le lieu choisi. Sur les hautes vallées himalayennes du Sanskar, le Chorten, dont l'aspect s'apparente à celui d'une tour conique, n'est autre qu'une variation de la pagode chinoise. Témoins de la présence de Bouddha, ces monuments annoncent la proximité d'un village ou d'un monastère et marquent souvent la croisée de chemins ou le passage d'un col. Reflet de l'ordre cosmique et de la loi universelle, la structure du Chorten comporte 5 éléments, tous associés à un ensemble de correspondances d'ordre symbolique. La base cubique figure l'élément terre, qui dans le corps humain trouve sa correspondance dans le chakra inférieur et représente le principe vital de stabilité et de continuité. Ce cube est surmonté d'un volume plus ou moins sphérique qui est associé à l'élément eau. La partie médiane, légèrement conique, représente le principe vital de chaleur et de combustion. Au-dessus s'élève le 4e élément, celui de l'air, qui symbolise le mouvement et la vibration. Au sommet de l'édifice sacré, l'union de la Lune et du Soleil figure la réintégration de la conscience dans la matrice universelle. Cette construction sacrée rappelle à l'homme, symbolisé par le volume conique, qu'il est à la fois le médiateur entre le ciel et la terre et le point de rencontre entre les forces spirituelles, ou cosmiques, et les forces vitales ou telluriques. Sur toute la planète, les radiations de la Terre ont une influence marquante sur la santé et le comportement humain. Certaines zones sont infiltrées par des ondes nocives qui peuvent altérer la santé des êtres qui y vivent. Dans nos villes industrialisées, l'anarchie architecturale et les méthodes modernes de construction favorisent une dégénérescence certaine du cadre de vie. Là où les structures métalliques et le béton ont progressivement pris la place de la nature, il semblerait que l'on enregistre un nombre croissant de maladies graves du métabolisme. Les cellules du corps humain ne vibrent plus à leur fréquence normale. Certaines énergies sont des énergies polluantes, notamment les énergies émises par les lignes à haute tension, par les émetteurs à très basse fréquence et par les radars. Il est évident qu'on vit beaucoup mieux dans les campagnes qu'à l'intérieur de nos cités où nous sommes véritablement pris dans des réseaux, dans des mailles de transmission électronique, électromagnétique devrais-je dire. Et on ne sait pas les effets, on ne connaît pas les effets à long terme des radiations émises par les émetteurs, par ces émetteurs, sur le corps humain et surtout sur le devenir de l'homme. Faire appel à un géomancien, ce n'est pas faire un retour au passé. C'est au contraire être moderne. C'est au contraire avoir un pied dans le XXIe siècle, parce que c'est faire comme les riches cousins de Hong Kong. Et la richesse de Hong Kong valide cette pratique, puisqu'on peut se dire que si les gens de Hong Kong sont si riches, c'est aussi parce qu'ils ne négligent jamais de faire appel à un géomancien avant d'ouvrir soit une petite boutique de coin de rue, soit un immense building. En Chine, le cheminement des courants telluriques a été dessiné et matérialisé par la présence d'imposants dragons à l'échine ondulante. En Occident, depuis l'implantation du christianisme, le dragon est considéré comme un animal malfaisant. On le retrouve
terrassé par Saint-Michel, on le retrouve fixé au sol par Saint-Georges et on le retrouve hissé par Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite hisse le dragon qu'elle a pris avec, je dirais, la cordelière qui lui serrait sa robe. Le dragon aussi a un côté, je dirais, tellurique. Le dragon, c'est ces énergies qui circulent sous terre, qui sont parfois malfaisantes. Le dragon est également lié à l'eau. De très nombreuses rivières de France portent le nom de Drac. Drac ou dragon, et il n'y a qu'à prendre la toponymie de certains lieux pour retrouver la présence de cet animal mythique et symbolique. Chez nous, c'est l'incarnation du mal que combat Saint-Michel et il crache du feu. En Chine, c'est l'incarnation du pouvoir vivificateur du rapport yin-yang. Et c'est l'animal le plus bénéfique qui soit. Et il crache de l'eau. En fait, dans l'optique chinoise, le dragon est ce qui personnifie le couplage entre la terre et le ciel. Il existe dans le sud de la France une ville qui porte bien son nom, c'est Draguignan. Draguignan doit son nom à une légende. On prétend que, autrefois, dans les marais qui entouraient la cité, vivait un animal fabuleux qui dévorait la population et surtout les enfants. Et là intervient Saint-Hermentaire, qui lui est venu terrasser ce dragon. Draguignan est irradié par une ligne tellurique bien particulière dont on retrouve le passage sous un des plus beaux monuments mégalithiques du sud de la France, un dolmen baptisé la Pierre de la Fée. Face à la Pierre de la Fée se dresse une colline. C'est le Malmont, ou le Mont du Mal. La toponymie nous apprend que les anciens ne désignaient pas des points bien particuliers avec de tels termes sans qu'il y ait des raisons valables. Et quand on reprend l'histoire de Draguignan, on se rend compte qu'au cours des âges, ce Malmont au Mont du Mal a connu de véritables scènes de sorcellerie. En Occident, la tradition populaire a su préserver jusqu'à nos jours un aspect très particulier du savoir des anciens. Exerçant leurs activités dans les campagnes principalement, les sourciers et les radiesthésistes sont les héritiers des mages et des druides d'autrefois. Les sourciers qui aujourd'hui sont capables de détecter les veines d'eau qui circulent sous nos pas, sous nos pieds, et également ces courants telluriques favorables ou négatifs qui peuvent empoisonner totalement la vie de l'homme. Cette connaissance a été transmise par voie orale, ce qui explique que nous n'en ayons aucune trace écrite, mais il est certain que de nos jours encore, dans les campagnes, le passage de ce savoir, de cette connaissance, se fait souvent de père en fils, de famille en famille. Certaines techniques de base, associées à une parfaite connaissance des éléments de la nature, leur permettent encore aujourd'hui de retrouver avec succès des sources et des points d'eau souterrains. Dans le sud de la France, la région des Cévennes et du Larzac est l'un des sites les plus riches en monuments mégalithiques, après bien sûr la Bretagne. C'est cet endroit qu'a choisi Pierre d'Embrun pour y exercer son art. À la fois géobiologue et médecin de l'habitat, ce spécialiste des énergies est un véritable chercheur d'invisibles. Cette nouvelle génération de thérapeutes pourchasse sans relâche les rayonnements de la Terre, qu'il s'agisse d'ondes bénéfiques ou nocives pour les individus. Il n'y a que des réseaux, des énergies qui vont se dégager de la Terre pour venir perturber une harmonie. Le travail du domologue, du géobiologue, est donc de permettre de faire en sorte que le lieu, l'habitat, le lieu de travail soient des outils d'évolution pour les personnes. Un outil d'évolution qui soit en liaison avec le reste, avec l'environnement. Lorsque nous avons la chance d'habiter pas loin d'un système mégalithique qui vit encore, tous les systèmes mégalithiques ne vivent plus, donc un système mégalithique qui va vivre, de pouvoir trouver une certaine symbiose
entre le site mégalithique, le lieu de l'habitat et la personne, de façon à permettre à cette personne ou à cette famille de bouger, d'évoluer, de se redresser, d'être dans la verticalité. Lorsqu'on va traverser des zones perturbées, soit par un réseau Hartmann, Curie, par une faille, par de l'eau, on va le ressentir dans notre corps. Notre corps a la mémoire de ces perturbations et lorsqu'on se met un peu en éveil, on va retrouver de façon consciente ces perturbations. Donc nous allons repérer sur quel lieu, sur quel système énergétique est basée la maison, comment elle est construite, avec quels matériaux, quelle forme elle a, comment elle peut recevoir les énergies du haut, les énergies du bas, quel équilibre s'opère entre ces différents types d'énergie, de façon à pouvoir les transformer et que la personne puisse faire sa propre synthèse de ces énergies et pouvoir les fixer en son centre. Les rades, c'est un bout de laiton tordu qui tourne autour d'un axe, soit en plastique, soit en bois, et qui vont nous indiquer les moments de fermeture, c'est-à-dire par rapport à l'accès au mégalithe, il y a là une porte, il y aurait là une porte qui me demande de me stationner afin de me permettre de me mettre au niveau vibratoire de l'endroit précis. Lorsque je suis à ce niveau vibratoire, les rades vont s'ouvrir en indiquant que je peux continuer à progresser vers l'objectif. Le continent européen a gardé lui aussi les traces d'une science ancestrale dont on retrouve un grand nombre de vestiges dans les constructions de la religion chrétienne. Dans beaucoup de campagnes, les calvaires, les oratoires et certains petits monuments à vocation religieuse situés au bord des routes ou en plein champ ont peut-être aussi des fonctions similaires à celles des chortens, des hauts plateaux tibétains. Il semblerait en effet que ces modestes sanctuaires, preuve vivante de la foi, n'ont pas été construits n'importe comment et n'importe où. Ces constructions, tout comme leurs ancêtres les menhirs et les pierres levées, se dresseraient-elles à la verticale de points d'où émergent de puissants courants telluriques? La croix du Christ ou la niche d'un saint local deviendraient alors des relais entre le ciel et les forces fécondantes de la terre. Dans de nombreuses communes rurales, certains saints sont toujours dévolus à des rites agricoles. Autrefois, on les priait pour obtenir de bonnes moissons, pour attirer la pluie ou pour chasser les orages. Les rochers, les sources, les grottes et les bois, vénérés au cours de la protohistoire, continuent sous des formes variables d'être tenus pour sacrés par les populations chrétiennes d'aujourd'hui. Témoins d'un passé beaucoup plus ancien, les monuments mégalithiques continuent à poser de nombreuses questions aux archéologues et aux historiens. On retrouve un grand nombre de ces constructions énigmatiques sur une ligne allant de la Corée à l'Irlande. En France, on dénombre aujourd'hui plus de 4000 dolmens et près de 2000 menhirs isolés. Le plus grand d'entre eux, celui de Lochmariaker en Bretagne, mesure 23 mètres et pèse près de 347 tonnes.
Sur la presqu'île de Noirmoutier, en Vendée, il semblerait qu'un autre géant de plus de 25 mètres se soit brisé au pied d'une forêt de chênes, tout au bord de la mer. Nous avons en effet retrouvé à quelques mètres d'une plage très fréquentée par les touristes lors de la saison estivale, une magnifique pierre à cupule. Ce rocher de quelques tonnes servait autrefois de pierre de sacrifice. Le sang des victimes était recueilli dans de petits orifices creusés dans la roche. Il est fort probable que cette table de sacrifice était à l'origine située au sommet d'un gigantesque menhir qui s'élevait autrefois au-dessus des flots. Ce géant de pierre s'est un jour brisé en plusieurs morceaux pour finir oublié de tous sur le rivage. Dans le sud du Morbihan, les célèbres alignements de Carnac comptent à eux seuls plus d'1 millier de menhirs. Selon de nombreux auteurs, la construction des mégalithes a été déterminée par des critères astronomiques. Une autre théorie plus courageuse nous apprend que ces alignements ont été utilisés pour exercer une certaine influence sur l'homme, en raison des caractéristiques géodésiques très particulières de cette région. En France, de nombreux vestiges de pierre posent aux archéologues des énigmes insondables. Une civilisation dont nous ne savons que très peu de choses a construit d'énormes enceintes cyclopéennes et des murailles architecturées dont le rôle défensif semble bien aléatoire. Certains y voient des oppidums destinés à l'époque gauloise à protéger les populations environnantes, alors que d'autres estiment qu'il s'agit tout simplement de parcages à bestiaux. Des thèses plus anciennes nous révèlent que ces édifices seraient en fait des enceintes sacrées au sein desquelles les hommes du néolithique pratiquaient leur culte. C'est le cas du mont Saint-Odile, en Alsace, où la légende chrétienne s'est superposée au vieux culte païen, tout en conservant son décor des premiers âges. Par sa situation comme par sa forme, cette montagne est la plus remarquable d'Alsace. On peut toujours y admirer les ruines géantes d'une muraille longue de 10 km qui encercle un site de plus de 100 hectares. Elle semble avoir été mise en place pour affronter les millénaires. Un couvent, fondé par saint Odile, s'élève aujourd'hui sur les fondations de ce qui était peut-être un ancien temple solaire. Par temps clair, on aperçoit ce plateau à plus de 30 km. Les forêts n'ont plus la densité d'autrefois, mais il est souvent difficile de découvrir sous la végétation le vieux mur qui longe et contourne le plateau. Pourtant, il est bâti d'énormes blocs de grès vosgiens, grossièrement équarris, mais si larges et si bien plantés qu'ils ont bravé les siècles sans bouger. Le mont Saint-Odile est pour moi une grande cathédrale païenne, innervée d'énergies naturelles qui viennent féconder, je dirais, ces hautes frondaisons et où les hommes du passé venaient pratiquer des cultes qui nous sont totalement inconnus aujourd'hui. Voir dans le mur païen du mont Saint-Odile une vaste enceinte sacrée n'est sans doute pas une utopie. Les fouilles archéologiques menées sur le site ont mis en évidence des techniques de construction identiques à celles utilisées dans le bassin méditerranéen, et l'on est en droit de se demander quelles étaient les véritables motivations d'un peuple pour construire un ouvrage aussi impressionnant. L'enceinte sacrée qui entourait le temple était percée d'une porte unique. C'est sans doute près de cette dernière que l'on procédait au filtrage de ceux qui accédaient au Saint des Saints. L'hypothétique présence de tumulus et de dolmens attesterait du passage des druides en ces lieux. Une grotte porte d'ailleurs le nom de grotte des druides. On y découvrit une petite nécropole dont les squelettes étaient couchés en position fétale. Selon le célèbre géobiologue Altenbach, le mont Saint-Odile serait l'un des sommets d'un gigantesque triangle énergétique. Le deuxième angle de ce triangle est marqué par un autre lieu, lui aussi bien mystérieux, le champ du feu. Ce plateau de granit est considéré par tous comme un haut lieu vibratoire. Bénéficiant, selon les spécialistes, d'une onde de vie exceptionnellement élevée,
il est reconnu pour son rayonnement bénéfique et dynamisant. Un belvédère, élevé à son sommet au début du siècle, offre aux promeneurs un fantastique panorama sur les Vosges, l'Alsace, le Jura et même les Alpes. Le troisième angle du triangle sacré est situé à l'emplacement du massif du Donon. Occupé par les Celtes depuis près de 3000 ans avant notre ère, cette montagne a toujours été considérée comme un lieu de rencontre et d'échanges commerciaux, mais aussi et surtout comme un sanctuaire par les nombreux peuples qui s'y sont succédés. Les Romains ont marqué le Donon de leur passage, en y construisant des lieux de culte dédiés à des divinités gréco-romaines. Certainement attirés par une onde de vie exceptionnelle, des religieux s'y installèrent pour fonder des monastères. Aujourd'hui, la copie d'un temple grec à 12 colonnes domine une gigantesque plateforme de plus de 100 mètres de long. Là aussi, les énergies cachées de la terre inondent de leur fluide bienfaisant les nombreux amateurs de lieux sacrés. Parmi les endroits remarquables du massif vosgien, le camp celtique de la Bure, près de la ville de Saint-Dié, présente également des vestiges intéressants pour les historiens et les archéologues. Là aussi, il semblerait que nos ancêtres aient choisi cet emplacement pour ses qualités énergétiques. La puissance de ces ondes de vie serait renforcée, selon les géobiologues, par la présence de minerais de fer dans le sous-sol du camp gaulois. Détruit par une invasion au IVe siècle, le camp de la Bure conserve néanmoins tout son prestige passé et semble garder intacts ses nombreux mystères. À quelques kilomètres de là, un autre lieu énigmatique vient conclure notre voyage au sein du massif des Vosges. La pierre d'Appel, que les habitants de la région nomment également la pierre du Grand Voyage, est constituée de 5 plateformes composées de blocs de grès de plusieurs mètres de haut, séparés par des couloirs. Les travaux des géobiologues nous montrent que la petite roche située à l'extrémité de l'ensemble émet des ondes bénéfiques. Par contre, la passerelle qui relie cette roche à la plateforme est située à l'emplacement d'un mur invisible dont la polarité est inversée et qui émet, lui, des rayonnements nocifs. On raconte qu'autrefois, bien avant les Celtes, des êtres étranges occupaient l'endroit. Vêtus de lumière, ils semblaient ne pas toucher terre lors de leur déplacement. Parfois, dit-on, ils se mettaient en cercle sur la pierre du Grand Voyage et disparaissaient dans une nuée de lumière pour revenir quelque temps après. Un jour, ils disparurent à nouveau et ne revinrent jamais. Dans le centre de la France, au sud du massif du Morvan, le mont Beuvray peut être considéré comme un haut lieu sacré. Un gigantesque chantier de fouilles archéologiques nous indique la présence d'une importante colonie gauloise. La ville de Bibracte s'élevait autrefois à cet endroit. Au cours des siècles, les arbres centenaires de la forêt ont vu se succéder de nombreux occupants. La petite chapelle chrétienne, qui par sa présence nous indique la position de l'ancienne ville, fut construite à l'emplacement exact de 9 autres monuments de culte successifs. La continuité des pratiques religieuses et des croyances païennes était assurée pour de longs siècles. Peut-on en conclure que, là aussi, des particularités d'ordre tellurique ont attiré pendant des siècles les pèlerins et les prêtres, venus non seulement pour prier, mais aussi pour régénérer leur esprit et vitaliser leur corps? La beauté du site et sa situation exceptionnelle font certainement du mont Beuvray, là également, un lieu magique et envoûtant. Tout comme les grands courants d'énergie qui parcourent la planète agissent sur le psychisme des individus, le Soleil développe une influence magnétique à la surface de la Terre et ses effets sont ressentis par les êtres vivants.
temples de la terre avec leurs cryptes et temples solaires avec leurs vitraux et leurs rosaces, les grandes cathédrales constituent d'imposants condensateurs d'énergie psychique. Ces bâtisses vibrent en harmonie parfaite avec la planète, répercutant ses moindres soupirs. Ce sont de vastes caisses de résonance dont la crypte donne le la. Les vitraux de ces grandes bâtisses de pierre font encore notre admiration. Le vitrail n'est pas du verre teinté ordinaire, mais un prodigieux amplificateur de lumière, en même temps qu'un diffuseur d'une clarté particulière. La disposition des rosaces et des baies dans la cathédrale répond à un ordre qu'il est nécessaire de savoir interpréter si l'on veut en percer les mystères. Connaissant l'orientation de l'édifice, nous savons déjà que dans sa partie nord, jamais le soleil ne viendra jouer avec les verres colorés. Ces derniers restent dans les ténèbres, ce qu'ils révèlent doit rester secret. Une impression d'apaisement et de douceur nous envahit dès que l'on franchit le portail d'une cathédrale. Le génie magique des bâtisseurs savait parfaitement combiner le subtil et le pieux éclairage des sanctuaires. Tout au long de la journée, l'être est soumis aux lois de la nature. Quand il pénètre dans les temples de la foi, pensés et imaginés par une élite savante, il se trouve immédiatement en symbiose avec toute la création. Le microcosme s'offre au macrocosme et reçoit de celui-ci les grandes influences qui déterminent une véritable messe sur le monde. Tous les édifices religieux de la chrétienté sont orientés en direction du lever du soleil, notamment le lever du soleil le 21 juin au solstice d'été. On doit se souvenir que sur le plan symbolique, le croyant vient de l'Occident, c'est-à-dire du lieu où se couche le soleil, le lieu de la mort. Et il marche en direction de l'autel, c'est-à-dire en direction de l'Orient, là où il va trouver la lumière et la vérité. L'autel, je vous l'ai dit, est orienté en direction du lever du soleil au 21 juin. Les deux absides qui se trouvent de chaque côté de l'autel, celle qui est à gauche est orientée en direction du lever du soleil au 21 mars, celle qui est à droite en direction du lever du soleil le 21 septembre. Ce sont les dates repères que l'on retrouve dans tous les édifices sacrés, qu'il s'agisse de temples païens ou de temples chrétiens. La flèche de la vieille cathédrale de Strasbourg nous rappelle l'emplacement où s'élevait jadis une colline, au sommet de laquelle un dolmen avait été dressé au cœur d'un bois sacré. Un temple d'Hercule et de Mars s'est élevé là où la cathédrale s'est ancrée pour l'éternité. Depuis la place Gutenberg, une rue étroite et bordée de maisons à encorbellement nous conduit d'une façon presque magique devant la merveilleuse façade de la cathédrale. Son magnifique portail, peuplé de statues, sa grande rose épanouie, ses arceaux, ses clochetons, ses colonnettes qui s'élancent vers le ciel, nous fascinent. Tout a été calculé, équilibré avec un art indicible. On a trop longtemps oublié ce peuple d'architectes et de sculpteurs qui nous a légué la plus grande conquête de tous les temps, celle de la pierre. Les cathédrales que les Siciliens nomment les matrices ont succédé aux pierres levées. Toutes possèdent une crypte, très souvent une ancienne grotte qui abritait jadis une Vierge noire. La voix de la terre se manifestait en ces lieux sanctifiés et les énergies telluriques jaillissaient comme une source bienfaisante de ces caisses de résonance. Les techniques de construction, par les formes données aux églises, ont permis d'épurer sur le plan énergétique, c'est-à-dire de repousser certaines énergies du type tellurique, Hartmann, Curie, que l'on trouvait sur le terrain dans les murs ou à l'extérieur de l'église, pour ne conserver que l'aspect cosmique
de ces énergies qui vont la servir à l'élévation spirituelle ou à l'aspect thérapeutique. Édifiée comme une cathédrale au milieu d'un petit village champenois, Notre-Dame de l'Épine nous surprend par ses dimensions. Elle semble s'être égarée dans un décor qui n'a pas été fait pour elle. La tradition nous apprend que cet édifice fut bâti dans un lieu où, vers l'an 1400, une statue de la Vierge aurait été découverte par un berger dans un buisson d'épines en flammes. Des textes très anciens nous révèlent qu'il existait déjà au XIIIe siècle un lieu de culte plus ancien, lui-même construit sur un autre site déjà vénéré bien avant le christianisme. Les bâtisseurs qui ont élevé cette surprenante basilique étaient, dit-on, les héritiers directs de l'ordre des Templiers. Cela expliquerait peut-être la présence de nombreux mystères liés non seulement à la conception de l'édifice, mais aussi à sa décoration. Dès que l'on pénètre dans la basilique, on est surpris par sa clarté, le soleil déversant subtilement par les vitraux des flots de lumière multicolores. Sous l'orgue se trouve le puits de l'œuvre. Profond de 26 mètres, sa présence très curieuse à cet endroit nous rappelle l'importance que les bâtisseurs accordaient aux flux souterrains dans les lieux de culte. Il est probable que ce puits servait en quelque sorte de prise de terre à l'ensemble de l'édifice, ce dernier ayant une double polarité, l'énergie cosmique vers laquelle s'élancent les flèches de la cathédrale et l'énergie tellurique captée par le puits. Le monument tout entier semble vibrer en harmonie avec la Terre et le cosmos. Transducteurs capables de transcender l'homme, les cathédrales paraissent être accordées sur des fréquences cosmotelluriques où elles engendrent, à l'instar de certaines pierres levées, des harmoniques liées à une fréquence universelle. L'orientation, l'architecture sacrée, l'harmonie des formes et des lumières, tout concourait à faire de chaque édifice un grand centre de rayonnement spirituel. Même les charpentes des grands édifices gothiques contribuaient à diffuser les énergies subtiles de la Terre et du cosmos. Le chêne était l'arbre magique des édifices religieux du XIIe et XIIIe siècle. Cet arbre avait la réputation de canaliser la puissance vitale des veines du dragon. Pour les charpentes d'une cathédrale, le bois était alors coupé l'hiver en fin de lune ascendante, pendant le grand repos de la nature, la sève étant en sommeil. Les arbres étaient écorcés en lune nouvelle, puis débités 2 ans plus tard en lune ascendante, la plus favorable étant celle de Noël, période de l'année où l'action solaire est la plus faible. Dans les campagnes, l'église, située au point de convergence des rues du village, est dominée par son clocher, porteur de la croix, du coq et des cloches qui rythment la journée et annoncent les événements importants. Témoin de la présence d'une vie spirituelle, l'église nous apparaît par son clocher rassurant lorsque l'on s'approche du village. Généralement, les monuments sacrés sont orientés sur le cours du soleil. Le chœur se situe à l'est, là où le fidèle progresse vers la lumière, et le narthex se trouve à l'ouest, vers le couchant, à la contrée des ténèbres. Dans toutes les églises, les nefs ont été construites en forme de croix latine. Cette allégorie, inspirée du mystère de la croix, représente l'âme prisonnière de la matière. Le chœur et le sanctuaire symbolisent le ciel, l'image de la terre est donnée par la nef. Aujourd'hui, une balustrade a remplacé l'immense crucifix qui indiquait la séparation entre la zone des hommes et celle de Dieu. Les marches qui permettent l'accès à l'autel constituent les degrés de la perfection. De par sa position élevée, dominant les églises et les cathédrales, le coq est le dernier à recevoir le soir les rayons du soleil couchant, et le premier à saluer à l'Orient, dès l'aube, sa renaissance. Nous avons déjà là une approche de son profond symbolisme, qui le rattache à l'idée de lumière, de mort et de renaissance. Quand le coq chante à l'aube, notre corps s'éveille lentement à une nouvelle vie.
N'est-ce pas là encore l'image d'une initiation lente et progressive qui s'échelonne depuis notre naissance jusqu'à notre mort? Se basant sur les lois de la nature, le coq annonce une vie régénérée dans la clarté solaire. Les vierges noires, à l'inverse, symbolisent la mort et la transformation. Elles résident souvent dans des cryptes ténébreuses des premières cathédrales. Les cultes primitifs se déroulaient dans des avennes ou des grottes puissamment magnétisées. Tous les peuples de la planète ont considéré les grottes comme les oreilles de la Terre. Au cœur de la matrice minérale, l'âme entre en communication avec la Grande Mère. La religion chrétienne a souvent considéré ces sanctuaires naturels comme des endroits privilégiés, favorisant le recueillement et la méditation. Les cryptes qui s'étirent sous nos cathédrales ou sous nos plus anciennes églises sont de véritables caisses de résonance qui transmettent aux monuments qui les surplombent toutes les vibrations de la Terre. C'est là qu'autrefois siégeaient nos Vierges noires, ces Vierges mal christianisées qui nous viennent de la nuit des temps. Ces Vierges noires, nous les retrouvons en Inde sous le nom de Kali ou en Égypte sous le nom d'Isis. Ces Vierges noires sont à la fois le symbole de la vie qui se transforme, de l'évolution et de la mort. Dans le Var, sur les bords de la petite rivière de l'Argence, l'énigmatique chapelle souterraine Saint-Michel n'a pas encore livré tous ses secrets. Située à l'intérieur même d'une grotte naturelle, cette ancienne construction a appartenu successivement aux Templiers, puis aux Chevaliers de l'Hôpital. Oublié depuis de longues années, ce lieu magique a conservé tout son mystère et gardé intactes ses influences bienfaisantes pour le corps et l'esprit de ceux qui la fréquentent encore. La dualité entre la terre et le soleil, ou entre les ténèbres et la lumière, se retrouve aussi dans la brusque révolution architecturale que l'on a connue lors du passage de l'art roman à l'art du gothique. La voûte romane pèse sur les murs comme le toit d'une caverne, alors que la voûte gothique est projetée vers le haut, les parois n'ayant pratiquement plus d'importance et la lumière faisant son apparition dans l'édifice. Nous pouvons y voir un symbole lié à une civilisation quittant l'âge des ténèbres pour accéder à celui de la lumière. À Paris, deux grands édifices témoignent encore de cette extraordinaire dualité. La cathédrale Notre-Dame, sombre et ténébreuse, nous cache ses mystères alchimiques et ses secrets initiatiques. À l'inverse, l'église Saint-Sulpice, construite quelques siècles plus tard, est un temple solaire où la grande nef centrale est baignée d'une lumière resplendissante. Comme Notre-Dame, elle possède 2 tours et fut construite selon les mêmes proportions. Par contre, elle diffère d'elle par son esprit. Oublié de tous, le gnomon de Saint-Sulpice sommeille dans l'une des chapelles de l'église. Cet instrument, qui servait à calculer les équinoxes de Mars, nous montre bien l'un des aspects secrets de ce temple solaire. Un rayon de lumière pénétrait dans l'édifice au travers d'une loupe qui se trouvait incrustée dans une rosace, puis se projetait au sol en suivant une mince ligne de cuivre toujours visible de nos jours. À l'extrémité de cette ligne s'élève un obélisque surmonté d'un globe et d'une croix. Ce dernier était gradué de manière à permettre un calcul très précis des équinoxes. Une lumière apprivoisée dans cet édifice qui recèle de nombreux autres mystères nous amène à penser que l'église Saint-Sulpice peut être considérée comme l'un des hauts lieux sacrés de l'histoire de France. Les architectes qui se sont succédés à sa construction le savaient et nous ont transmis avec subtilité une partie de leur connaissance. Le cosmos, le soleil, la lune et la terre forment un quatuor que l'on retrouve dans de nombreuses initiations. Le temple et l'homme
constitue une sorte d'émetteur-récepteur en relation directe avec ces quatre énergies. Prier, c'est sans doute vibrer à l'unisson de la création, c'est-à-dire du grand tout.